C'est un chanteur énervant, mais on l'adore. Et voici sa fille, Lolita Séchant, Erwan Lelewet, qui est avec nous, c'est Renaud, bien sûr. Et Renaud, c'est une voix, un artiste inoubliable, toujours présent. Et le bouquin, là, on va en parler, Renaud, le livre est exceptionnel. Lolita, ce livre, ça fait tellement plaisir, ce pavé dans la mare, là. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai que ça a été un gros travail avec Erwan pour essayer de faire un livre qui raconte toute sa carrière, toute une époque et plein de témoignages de gens de cette époque, justement, pour que ça aille au-delà de Renaud, le chanteur. Ouais, regardez, moi je vous le montre, ce pavé. Hein. Et il l'a lu, Oui. il l'a regardé, Lolita. Bien sûr. Il a été tout au long du processus avec nous, il nous a aidé à sélectionner les archives, les documents, et il l'a lu au fur et à mesure, et à la fin d'une traite, donc on attendait son verdict, et il a été très touché. Ouais, moi je me rappelle, quand on a entendu cette chanson-là la première fois, quelle déflagration. Renaud était là, et pour longtemps, écoutez ça. Laisse béton, il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais Alors bien, évidemment, j'aurais hein, pareil Lolita pour et Erwan. Erwan, c'est un journaliste, et j'ai écrit un bouquin sur Renaud. Absolument passionné, Erwan. Qu'est-ce qui fait que cet artiste mérite ça? Parce que ce bouquin, on va le dire, vraiment, il est exceptionnel, il est incroyable. Hein. Parce que c'est un artiste qui a traversé 50 ans de la vie des Français et qui a écrit un peu la bande-son de nos vies, finalement, en fait. Parce qu'on a connu le chanteur très énervé dans les années 70, quand il débarque en 75, des chansons Brûlot, Hexagone, Camarades bourgeois. Il portait la parole d'une génération, d'une jeune génération. Et puis, on l'a vu évoluer aussi, faire entrer la poésie, la tendresse dans son répertoire. Et puis, ces années 80 où il explose vraiment. Et il gagne un autre public. Il ne perd pas le public des débuts, mais il fait entrer le public féminin, peut-être, autour de lui, dans ses concerts. Et puis, on continue à le suivre avec toujours ses revendications, ses engagements. Et puis, cette manière tendre et poétique et drôle aussi de raconter la vie. Absolument. Et une chanson, une des premières, c'est Ma gonzesse. Lolita, quand on entend cette chanson, on se dit, on pense évidemment à votre maman, on pense évidemment Dominique. Ma gonzesse. Moi, j'adore cette chanson. Ouais. C'est peut-être une des premières où il commence à devenir tendre, justement, à sortir de tout ce qui l'intéressait lui à l'époque. C'était les rituels des gens, des bandes, les langages de la rue, cette espèce de folklore comme ça qui s'appropriait pour se trouver une smala, en fait, une bande, quelque chose d'identitaire pour ses combats et quelque chose de très quotidien. Tout d'un coup, il rencontre ma mère et il a envie de rentrer dans le romantisme, la tendresse. Et après, la parentalité. Alors, dans ce bouquin, vous verrez, il y a des photos, mais incroyables, dingues. Des photos intimes, des photos de la maman enceinte, de Dominique enceinte. Et puis des albums de famille, puis des colliers aussi de Renaud. Ah oui, parce qu'en fait, ça a démarré très tôt. Il a un père écrivain, auteur, Olivier Séchant, qui écrivait d'ailleurs des livres pour enfants. Et puis très vite, il voit cette machine à écrire. C'est un peu le lieu sacré dans l'appartement de l'avenue Paul Appel. Il a envie d'entrer dans ce bureau, c'est interdit. Ça le fait fantasmer et il écrit comme son père des romans policiers. À 9 ans, on a retrouvé des archives. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, il écrivait tout le temps, Renaud, en fait. Et il a gardé tous ces éléments, tous ces documents. Donc, on avait plus de 3000 documents à trier, à choisir. Et c'était un crève-cœur, d'ailleurs, parce qu'il fallait sélectionner les bons documents pour raconter l'histoire. Et donc, l'écriture, elle fait partie de sa vie très tôt. Et il raconte des histoires, il s'invente des histoires. Il a un imaginaire qui est très développé. Fou, hein. Oui, alors il arrive 10 minutes après son frère, hein, c'est jumeaux. Oui. Et puis, il va découvrir ce monde-là. Et puis, même, secret de famille, les grands-parents, c'était pas net pendant la guerre. Ça va marquer aussi ses engagements. Oui, il y a certainement une envie peut-être aussi de s'affirmer, d'expier un passé qui a peut-être été douloureux pour lui. Des relations louches avec la collaboration Radio Paris. Oui, ses parents se rencontrent à Radio Paris, voilà, mais... Qui était la radio pro-allemande. Hein. Oui, mais alors, est-ce qu'on est responsable de ce que font ses parents? En tout cas, il y a une douleur chez lui qui est liée à ça aussi. Et puis un secret de famille aussi, parce qu'il découvre que sa grande sœur n'a pas la même mère. Et donc, il y a très certainement des non-dits dans cette famille qui font que tout d'un coup, il y a une douleur, une retenue aussi. C'est une famille, le père est protestant,
Olivier Séchant. La mère est plutôt du côté d'une famille ouvrière, un grand-père ancien mineur. Donc il est baigné dans ces deux univers. Et c'est une famille à la fois avec beaucoup d'amour, tendresse, mais aussi quand même des non-dits, bien sûr. Et puis quand même cette retenue qui est très importante et qui est un peu son tempérament aussi. Et sa timidité, Renaud, c'est aussi ça. En même temps, on va entendre en cloque. Entendre un homme comme ça, c'est vrai qu'il est là avec son bandana, c'est le loupard un peu solitaire, et puis là il chante d'une femme enceinte. On n'avait jamais entendu une chanson comme ça, Lolita. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes hommes qui se mettaient dans la peau d'une femme pour comprendre ce que c'était qu'être enceinte physiquement, en fait, ce que c'était que de vivre ça. Et ce qui est marrant, c'est que pour moi, aujourd'hui, je le vois avec une lecture assez féministe, en fait, de me dire quel homme des années 80 s'est posé cette question-là. Donc voilà, ça c'est assez tendre, mais c'est vrai qu'il est l'héritier des familles d'après-guerre, en fait. C'est ce qu'on a voulu montrer à travers ce livre, c'est de comment on se construit sur des années troubles. Et papa a hérité de tout ça et a essayé de lui-même le transformer en combat qui lui tenait à cœur pour une justice sociale, pour toujours une équité entre hommes et femmes. C'est vrai. Puis alors, comment la carrière, on découvre évidemment, d'abord il va être acteur. Oui. Et avant d'être chanteur. Hein. Il voulait être acteur au départ, oui, exactement. Il commence d'ailleurs au Café-Théâtre, toute la bande du Splendide, avec Coluche, avec Miu Miu, avec toute cette bande, Romain Bouteille aussi. Et d'ailleurs, il rencontre Dominique, qui, elle, fait partie d'une autre troupe. Qui est une actrice aussi, la maman de Lolita. Elle est à la fois, elle fait de la régie, c'est un peu une joyeuse bande. Elle est la femme de Gérard Lanvin, oui. Oui, elle a épousé Gérard Lanvin à 19 ans pour s'émanciper elle-même de sa famille. Et elle a commencé à créer cette troupe. Voilà, elle est rentrée dans cette troupe en passant par la technique, la régie, tout ça. Et petit à petit, en devenant comédienne, elle avait été repérée par plusieurs personnes, voilà, dont Coluche et tout, et elle avait commencé comme comédienne. Oui. C'est l'esprit de mai 68, dans ces troupes de café-théâtre. Donc lui-même a été sur les barricades. Il a fêté son anniversaire, c'est 16 ans, Renaud, en mai 68. Donc ces troupes de café-théâtre, c'est aussi cet esprit-là qu'il perpétue on va dire, en bousculant cette France avec un humour, un rire contestataire. On est vraiment, il est toujours très... Il a cette colonne vertébrale dans l'engagement qui jamais ne le quittera, Renaud. Ouais. Et puis il y a la tendresse, parce que c'est incroyable. Regardez, évidemment, ça c'est un album mythique. On reconnaît Lolita. Si on reconnaît, mais... Non, mais il disait à l'époque, Lolita, il voulait pas qu'on vous reconnaisse sur la photo. Non, tant mieux. Il me l'a dit à l'époque. Ouais. Il va un peu griser le visage pour pas qu'on vous reconnaisse. Oui. Vous vous souvenez pas de ça, évidemment. Si, j'ai des flashs, évidemment, parce que c'est fort quand même comme souvenir. C'était une vie de groupe, une vie d'équipe. Comme le café-théâtre, comme à ces moments-là, les enregistrements de disques, c'était toujours pareil. C'était du collectif, en fait. Ouais. C'était vraiment leur utopie à eux. C'est ce dont ils ont hérité de 68. C'était l'idée qu'on pouvait construire ensemble les choses. Et donc moi, j'ai des souvenirs assez forts quand même. Et là, il vous chante. Ouais. Écoutez cette chanson. J'ai jamais entendu. Ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Alors c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, cette chanson. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pas de recul, moi. Ouais. C'est compliqué de juger. Moi, celle-là, évidemment. Ouais. Il y a tout dans cette chanson. Il y a la transmission d'un père à sa fille, la tendresse, du père hyper protecteur. Et d'ailleurs, dans le livre, on a plein de documents très émouvants. D'ailleurs, quand on les avait entre les mains, de voir des cartes postales qu'il lui écrivait, des petits dessins qu'il faisait. Belle photo tendre. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est qu'à travers son écriture, qui était quand même la base de tout, l'origine, vraiment son besoin d'écrire, que ce soit tout petit avec des cartes postales, que ce soit les manuscrits des chansons, ou après, plus tard, quand j'étais adolescente ou autour de 20 ans, les lettres qui continuaient à m'écrire, même dans les périodes les plus dures.
Pour moi, c'était très intime de le mettre dans le livre, mais c'était très important de montrer qu'un père ne perd pas le contact avec sa jeune fille qui devient une jeune femme et essaye quand même de créer une passerelle entre lui, peut-être le mal-être qu'il traverse et moi, ce que je traverse pour devenir adulte. Je trouvais ça important de le montrer qu'il ne fallait pas laisser tomber la communication. Et Lolita, vous avez écrit quelques mots, évidemment, dans le livre. Il y a beaucoup de vous. Vous dites, la Lola que tu as créée, hein, c'est une super héroïne avec sa tenue, sa cape de super héroïne. Et vous dites, j'ai toujours cherché à faire un pas de côté pour pas être prise dans tout ça et puis garder... Je pense que c'est un équilibre, mais comme tout enfant qui s'émancipe de ses parents, c'est-à-dire on est ce qu'ils ont fait de nous et en même temps on a envie d'être un peu autre chose et c'est pas radical. Donc moi j'adore tout ce qu'il a écrit sur moi, ça m'a défini et c'était une matière vivante en évolution. Donc ce que j'ai été le nourrissait, ça nourrissait des chansons et ces chansons me construisaient parce que je me projetais. Bon, après on va pas rentrer dans l'analyse, hein, mais voilà c'est. Mais c'était qui pour vous? C'était un super-héros, un papa avant tout? Je pense que c'était le papa absolu. Et après, l'artiste qui a construit ma sensibilité artistique et un amour fou, parce qu'un amour d'admiration, de la force de monter sur scène. C'est pas rien quand on est enfant, quand on grandit dans des salles de concert. On voit des photos, vous êtes avec lui sur scène, toute petite. Ma mère et moi, on était toujours là. Donc, j'ai appris à marcher dans les loges du Zénith. Donc, c'est vrai que la force même du public, de l'amour et les cris et la violence des coups frappés au sol et de ça, et de son père qui monte sur scène, je pense que ça décuple un amour qu'on peut avoir déjà assez fort pour un parent. C'est vrai. Donc, écoutez cette chanson-là, moi je l'adore. Parce que ça, c'est le Renaud qui tape sur la table. Écoutez ça. À qui ce soit que je m'agresse, je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu, les pouces mégros et les nez de veau, les ringards, les folles, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé, je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Et bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Moi j'adore ça. Ça fait penser à l'Olympia. Alors un Olympia pour moi tout seul, Erwan. Ça, c'est un truc... Moi, c'est mon disque préféré. Voilà. Ouais. Il arrive et il balance cette chanson à l'ouverture de l'Olympia. Il a un côté, c'est vrai, anarchiste quand même. Il l'est, d'ailleurs, il l'a été, et presque prenant la lutte armée à plusieurs moments et à plusieurs fois dans ses textes, en fait. Donc, oui, le chanteur énervé, énervant, agaçant, agacé, ça, il l'a cherché à le cultiver, d'ailleurs. Mais aussi à dénoncer le racisme, la xénophobie, cette France rance. Quand on écoute dans mon HLM, c'est presque un rapport de sociologie aussi. Il raconte une France, à la fois la France des grands ensembles, c'est cette France d'immigration, ces immigrés qui sont mal perçus, mal reçus, qui vivent dans des grands ensembles. Et c'était ça aussi, c'est un chanteur politique, Renaud, faut pas l'oublier. Comme la chanson Mon Bof, évidemment, qui fait un hommage à Camus. Comme dans Banlieue Rouge, comme dans Deuxième Génération, c'est des chansons essentielles. Moi, c'est en ça que je dis qu'il m'a offert une cape de super-héros, parce que toutes ces idées politiques et cette envie de vivre ensemble et cette inclusion et cette anarchie qui dévie vers l'humanisme. On le voit là, en photo avec Johnny Clegg, évidemment, l'Afrique du Sud, évidemment, la libération d'Ingrid Betancourt, évidemment, il est contre la corrida, évidemment, il va défendre François Mitterrand, évidemment, il y a tout ça. Oui, mais par exemple, même des choses qu'on connaît moins, c'est quand il a fait une chanson sur les natifs américains, les Amérindiens aux États-Unis, dont un représentant qui avait lutté pour l'émancipation du peuple des natifs américains amérindiens. Je crois qu'on ne dit plus amérindien maintenant, mais voilà. Et il avait lutté pour cet homme qui était emprisonné à tort aux États-Unis. Personne n'en parlait à l'époque. Il y avait quelque chose de très novateur. Il veut utiliser sa notoriété comme ça pour faire bouger les choses. Il en fait une arme, en fait. C'est vraiment ça. Il part en Bosnie-Herzégovine avec une forme de naïveté aussi, d'ailleurs, au moment du conflit. Et il pense qu'il va pouvoir chanter pour toutes les communautés, de rassembler toutes les communautés. Et puis, il est fracassé contre ses désillusions arrivent assez vite, d'ailleurs, quand il chante aussi à Moscou en 1985. Il y avait cet idéal qui se fracasse sur la réalité de la politique, voilà. Donc il y a eu des déceptions, des désillusions aussi qui l'ont abîmé, en fait. Et ce qu'on met en parallèle dans le livre, c'est aussi comment peut-être cet homme s'est effondré à un moment
quand il a compris que tous ses idéaux étaient en train de tomber également. Oui. Mais on va entendre cette chanson qui va être aussi, à un moment donné, un retour de Renaud. C'est évidemment Manhattan Kaboul, et qui est, au fond, après le 11 septembre, est une chanson qui montre qu'il a la niaque. Hein. Écoutez ça. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Et ça, c'est vrai, hein, Lolita, la voix d'Axel Red, incroyable. Et là, il peut pas rester sans rien dire, Renaud, de ce qui se passe là, à ce moment-là. En fait, c'était la dernière chanson qui avait que la musique et pas le texte en studio. Et en fait, on était allé le voir en studio avec ma mère, on lui avait dit « Mais pourquoi t'écris pas sur le 11 septembre qui était arrivé quelques mois plus tôt, presque un an plus tôt ?» Et c'est vrai que ça l'avait bouleversé. Donc, à sa manière, parfois presque candide, il va aller raconter l'histoire de deux citoyens, en fait. Et parce que son idée, c'est pas de faire des guerres de chapelle ou d'aller défendre un pays, un gouvernement contre un autre. C'est parler des citoyens. Et donc, c'est un peu une histoire universelle qu'on vit encore aujourd'hui. Les victimes sont partout. Les victimes, c'est les enfants, les mères. Puis c'est vrai, Erwan, il va y avoir le massacre de Charlie Hebdo. Là, c'est ses copains, là. Oui. C'est Wolinski, c'est Camus. C'est Camus. Et ça, c'est une rupture, peut-être. Oui, parce que c'est un journal qui l'a aussi aidé. À un moment, il était en difficulté financière. Il a fait un chèque pour sauver le journal. Il était chroniqueur, même. Il était chroniqueur. Oui. Et on a d'ailleurs, pour ce livre, on a relu toutes les chroniques de l'époque. Et c'est fou parce que... il y avait déjà cet esprit Charlie qui était vraiment en lui. Il parle de Jean-Marie Lahaine à l'époque. Il est un envoyé spécial chez lui. Alors il raconte la vie de famille. Il raconte son voyage en Bosnie-Herzégovine, le théâtre de la guerre. Il raconte ses engagements. Il est à la fois tendre, revendicatif. C'est vraiment... oui, c'est la vie de Renaud, mais d'un homme qui a... à cœur de porter une voix, de faire avancer des causes. On n'a pas parlé d'écologie, mais c'est un moment où il est très en avance. Il y a des chansons où il évoque déjà ce que va être les problèmes climatiques. Il défend, il lutte contre la chasse à la baleine au Japon. Il veut la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Il a des combats, il est contre la corrida, vous l'avez dit. Il a des combats qui sont vastes. Et il ne lâche rien. Et on le voit, même, vous avez parlé d'Ingrid Betancourt, il a été jusqu'au bout, un défenseur absolu pour la libération d'Ingrid Betancourt, soutenant les enfants. Et des autres otages. Et des autres otages aussi, en Colombie. Mais à un moment, il y a l'homme fragile aussi. Hein, votre maman, quand elle le rencontre, elle témoigne dans le livre, elle dit « Je vois ce romantique engagé, en quelque sorte. » Mais il y a Docteur Renaud et il y a Mister Renard. Et inversement. Et votre papa, à un moment donné, il va y avoir des fêlures en lui qu'il ne va pas réussir à contenir, Lolita. On en parle aussi dans le livre de Renard. On a essayé d'en parler, on a essayé de mettre des mots plus précis peut-être, parce qu'en ce moment, il y a une parole qui s'ouvre sur la maladie mentale et c'est important, parce que c'est un combat difficile pour les aidants, pour la personne qui en souffre, que le système de santé aujourd'hui est mis à mal et qu'il faut quand même lutter pour et que c'est important de dire que la prise en charge médicale est dans ces cas-là vitale vraiment. Oui. Donc voilà, mon père pour X raisons dans sa vie, a eu des moments qui ont été des accidents de vie où son hypersensibilité d'artiste, de poète et d'individu, tout simplement, l'ont fait chuter. Il y avait des gens autour pour l'aider. Lui-même a sa force vitale qui est très forte, très puissante. Il est déterminé à s'en sortir, votre papa. Oui, il a beaucoup de vraiment, force. Même au fond de la dépression, il a une force vitale, il a une résistance physique aussi qui est incroyable. Et donc c'est toujours un mélange de plein de gens qui l'aident, comme on dit souvent, comme si tout un village l'aidait à s'en sortir. Et en même temps, fondamentalement, c'est lui. C'est lui et son envie de créer, c'est lui et son envie de dénoncer, c'est lui... voilà, il n'a pas lâché l'affaire, quoi. Écoutez cette chanson. Renaud souffre de tous les maux
qui accable ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefou de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plutôt. C'est fou parce que tout ce qu'on est en train de se dire, on l'entend là, il le chante. Il a un regard sur lui-même, une lucidité incroyable, Renaud. hein. Il est à livre ouvert, en fait, Renaud. Il ne cache rien de ses... Autant c'est un être très pudique dans la vie, vraiment presque timide, maladivement timide, mais quand il monte sur scène, quand il prend la plume, quand il écrit, il dit des choses qui parlent à tout le monde, en fait. Dès le début, d'ailleurs, on réécoute Manu, la peine de cœur de ce garçon, qui est sans doute lui. Son deuxième prénom était Manuel. Il livrait déjà beaucoup de lui, en fait. Et si on veut comprendre Renaud, il faut écouter tout le répertoire. Ouais. Et on a toute la lecture d'un homme avec ses complexités, ses emportements, ses tendresses, ses élans de cœur, ses coups de gueule. Et c'est ça qui nous parle aussi, c'est cette parole universelle, en fait, et qui fait qu'on est si attaché à lui parce qu'il raconte finalement nos vies complètement. C'est vrai, mais c'est vrai que Lolita, quand votre papa il va pas bien, on n'est pas bien, on l'aime. Le public l'aime, Renaud. Il fait partie de nos vies. Les gens s'accrochent et disent Renaud, c'est quelque chose. Tout le monde a des souvenirs de votre papa, de chansons, de moments vécus en même temps, d'avoir écouté cette chanson à ce moment-là. C'est un truc de dingue. Est-ce que c'est pas propre à la musique? C'est quand même un art incroyable qui nous soutient dans tous les moments de notre vie. Après, c'est vrai que mon père a quelque chose de tellement accessible, qui est très quotidien, très sociable, enfin trop social, j'ai envie de dire, et qui va toucher les gens parce qu'il raconte l'histoire de gens, en fait. Mais non, mais attends. Même nous, il fait de nous des personnages, Oui, donc c'est du quotidien. Quel personnage, Erwan, il faut le dire. Elle le sait, c'est ton papa, mais bien sûr. quand même, Renaud, Mais bon sang, il n'y en a pas deux. Mais parce Il qu'en est fait, unique, il a surgi comme ça. Mais il faut le rappeler, c'est vrai, quand on regarde 50 ans de carrière, on se dit, mais quel chanteur a été à ce point, a dit autant de choses, en fait, a exploré autant de thématiques, autant de thèmes, a porté une parole politique, a porté autant d'humanité, en son fait. époque, il a été dans Il a l'époque. accompagné Moi, plusieurs je le époques. pense intimement, mais je ne peux pas le dire, évidemment. Il vaut mieux être un peu plus extérieur pour le dire. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça. Et quand on se replonge dans toute la carrière, dans le répertoire, dans les engagements, dans tout ce qu'il dit, on se dit qu'il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui ont un passé, un passif aussi fort et aussi important. Et c'est ça qu'on a voulu raconter dans ce livre. Mais voilà, le bouquin, il est là. Il est absolument incroyable. Hein, on lui dit quoi? Évidemment, vous lui dites que vous l'aimez à travers ce bouquin, Lolita. Oui, je pense. C'est un geste d'amour. Oui. C'est une déclaration d'amour, évidemment, à ma famille aussi, à ma mère, à tous les gens qui ont survécu toutes ces années avec nous. Et aussi, c'est un bilan de notre époque, de l'évolution de la gauche, de nos combats, de tout ce qui nous fait peur aujourd'hui et de l'envie qu'il y ait encore des voix comme ça qui nous donnent un peu d'espoir, quoi. Oui, celle d'un grand artiste, très grand artiste, un poète qui a surgi comme ça et qu'on s'est dit, mais qu'aurait-on été s'il n'avait pas été là? On va se quitter avec Le Petit Chat est mort, une des plus belles chansons de Renaud. C'est un bouquin aux éditions de La Martinière. Les deux sont là. Deux auteurs. Hein, c'est Lolita qui l'a dirigé, Erwan qui a mis beaucoup d'amour. Et je crois que c'est la plus belle somme d'amour pour un artiste. Ce livre-là est absolument incroyable. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Il n'était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé. Loin des gouttières, des pigeons, c'était un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache, il t'aurait miaulé mort aux vaches. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coup-ci, coup-ça. À cause de quoi? À cause que c'est chaque fois comme ça. Pourquoi c'est toujours les petits chats et jamais les hommes qui tombent des toits?
dire plus. Encore plus libre qu'un chien, pas le genre pour un sucre. À te lécher la main, et la liberté, tu vois. C'est pas sans danger, c'est pour ça qu'elle court par les rues et les toits. C'était un vrai titi, la terreur des petits oiseaux. La nuit, il se faisait gris. Pour les croquer tout chaud, c'est un peu salaud. Mais t'as jamais mangé de moineau, c'est pas plus dégueu qu'un McDo. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On ira demain dans un jardin, l'enterrer au pied d'un arbre en bois. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coup-ci, coup-ça. À cause de quoi? À cause qu'on se demande bien pourquoi. T'as jamais un pape sur les toits.